créneau, c'est 9h, 9h30, 11h30 et puis 14h. Mais bon, ça, il faut le savoir. Donc, il faut que les enseignants utilisent les matières à certaines heures en fonction des capacités d'attention des enfants. Hein, faire l'éducation physique pendant la meilleure possibilité d'attention, c'est un petit peu aberrant. Il vaut mieux faire l'activité physique soit le matin de bonne heure avant d'entrer en classe, soit aux heures où l'attention est moins importante. C'est un exemple d'ado. J'avais une question sur la sieste, on parlait de la sieste tout à l'heure. J'avais une question sur la sieste, pour le Oui. coup, parce qu'il y a ceux voilà, qui ont besoin de dormir et en contrepartie, il y a les enfants qui ne veulent pas dormir et qui sont pour autant forcés à dormir parfois, alors, comme tout le monde, dans les salles de maternelle. Tout comme il ne faut jamais, je vais enfourcher un cheval de bataille, il ne faut jamais forcer un enfant à manger. Il ne faut jamais l'obliger à dormir, notamment à faire la sieste. Il n'a pas besoin. Vous avez des enfants qui, pendant assez longtemps, vont avoir besoin de faire 2 siestes par jour, une petite sieste dans la matinée, une sieste dans l'après-midi, d'autres qu'une seule, et d'autres pas du tout, très tôt. Chez le nourrisson, on le sait aussi, déjà il y a des nourrissons qui vont dormir plus que d'autres. Donc ça, il faut le savoir, ce besoin de sieste, il est physiologique selon les enfants, puisque c'est sûr que si le besoin de sommeil, qui est variable, comme je l'ai dit, avec des différences jusqu'à 3 heures entre les petits dormeurs et les gros dormeurs, si ce besoin de sommeil n'est pas satisfait la nuit, en fonction de l'heure du coucher et de l'heure du lever, la sieste permet de rattraper ce manque. Et bon, en école maternelle, si l'école maternelle est bien conçue pour ça, avec une salle un petit peu spéciale, isolée, ça permet de faire 2 lots d'enfants, des enfants qui auront une activité calme et d'autres qui pourront faire la sieste. Sinon, comme je l'ai dit, 20% des enfants au CP feraient la sieste si on leur en donnait la possibilité. Mais on n'est pas organisé pour. Alors, ce qui est intéressant, ce que j'ai découvert aussi, c'est que les rythmes de sommeil, donc il y a une dimension innée, hein, mais il y a aussi une dimension culturelle. C'est-à-dire que par exemple, donc nous en France, c'est monophasique, hein, on se couche, on se lève, puis on fait éventuellement la sieste. Mais vous allez en Espagne, en Andalousie notamment, ça va être des grandes siestes de 14h à 17h, quand on travaille. 14h, 17h, ça peut être des moments de sieste comme ça. Et puis après, on va se coucher très très tard, on va manger très tard et se lever à 7h. Donc on peut avoir un sommeil organisé en 2 phases comme ça. Et en Andalousie, c'est comme ça, mais au Portugal, par exemple, la sieste, on la fait peu. Et on se rend compte, par exemple, que le Brésil, qui a été colonisé par le Portugal, et donc le Brésil, ils ne font pas la sieste, alors que les colonies espagnoles, ils font plutôt la sieste. Donc il y a aussi une dimension culturelle, et dans certains pays, sur l'organisation du rythme de sommeil est aussi liée à la culture. Ça, c'est assez intéressant à voir. Mais globalement, moi, ce que je sais, puis là, je parle vraiment sous votre contrôle, parce que je sais que vous êtes un spécialiste de ces données-là, c'est qu'il y a quand même une écoute physiologique du sujet à faire. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un bon sommeil, c'est un peu bête à dire, mais on sait qu'on a un bon sommeil si pendant la journée, on est en forme. et qu'on se réveille. Mais qu'on se réveille spontanément et qu'on accepte de se coucher au moment où on a besoin de se coucher. Et en fait, là, on sait quel est son sommeil, parce qu'en fait, il y a des petits dormeurs, il y a des grands dormeurs, il y a des gens qui sont du matin, il y a des gens qui sont du soir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir une activité, qui vont être en forme le soir et qui vont avoir du mal, qui vont se coucher un peu plus tard, mais qui par contre le matin vont faire la gueule pendant 1 heure ou 2 pour se lever, etc., vont avoir du mal. Et en fait, ça, c'est aussi lié à notre génétique. Parce que les gens qui vont être du matin, en fait, pour pouvoir s'endormir, il faut qu'on ait un abaissement de la température du corps. C'est 1 degré, 1,5 degré par rapport à la journée. Et vous avez des gens qui s'endorment bien le soir parce que rapidement, la température diminue. Donc, j'ai sommeil, je dors. Et puis le matin, je me lève en forme parce que ma température augmente rapidement. Puis il y en a d'autres, ils ont du mal à faire baisser la température, donc ils sont en forme le soir. Par contre, le matin, leur température pour remonter, ils ont beaucoup de mal. Et donc, des fois, ça fait des choses assez extraordinaires parce qu'on se dit, bah ouais, pourquoi tu fais la gueule? Je fais pas la gueule parce qu'en fait, j'ai du mal à me réveiller, simplement parce que ma température, mon corps, c'est génétique en fait. Le manque de sommeil est
une des principales causes de fatigue Ouais. chez les enfants. Ouais. Clair. Vous pouvez nous expliquer un Bien petit sûr. peu le lien entre la mémoire et le sommeil? Le lien qu'il y a entre les deux? A priori, je ne pense pas. Comme j'ai dit tout à l'heure que c'est sûr que le travail du matin était plus favorable à la mémorisation à court terme, celui de l'après-midi ou du soir à long terme. Bon, ça c'est clair, mais c'est pas le. Bon, il est certain que à partir du moment où un enfant est fatigué, il aura des capacités d'attention qui seront moins bonnes, donc il y aura des acquis qui seront moins bons. Et là, après, on peut épiloguer sur la mémoire, mais C'est bon. Sur le sommeil, en fait, c'est le sommeil et mémoire, hein, Oui. c'est ça ta question. Ouais. En fait, il y a deux théories qui s'opposent et qui semblent aujourd'hui, mais c'est tout récent, parce qu'il y a un dernier article qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui semble faire une. Il y avait deux théories. Il y a une théorie qui dit quand on dort, c'est là où on mémorise, où on consolide. Bon. Et puis une autre qui dit quand on dort, c'est là aussi on oublie. Alors pourquoi est-ce qu'on oublierait? Mais parce qu'en fait, la mémoire, la consolidation de la mémoire, c'est lié à des connexions synaptiques. Donc quand je mémorise, il y a des ponts qui se font. Le problème, c'est que si les ponts se font trop, à un moment, ça commence à saturer là-haut. Donc heureusement qu'il y a le sommeil pour pouvoir un peu désaturer. Donc, et en fait, aujourd'hui, on est en train de montrer que ces deux théories ne s'opposent pas finalement. C'est-à-dire qu'il y aurait un processus de consolidation de certains événements et en même temps un processus d'oubli de ce qui n'est pas nécessaire. Donc les deux se feraient de manière concomitante. C'est ce qu'on a là on en est aujourd'hui dans les études sur la mémoire. Mais en tout cas, il y a un rôle. Il semble en tout cas qu'il y a un rôle clair du sommeil sur la mémoire. Le rêve, ce que je sais moi, parce que moi je m'occupe beaucoup des psychotraumas, j'ai travaillé sur ces questions-là, et c'est une évidence que le rêve aujourd'hui, c'est notre soupape de sécurité par rapport au traumatisme. C'est-à-dire c'est parce que je rêve que je peux me réparer psychiquement par rapport à un événement ou des événements que j'ai vécu. Comme ça qu'on a des cauchemars, je sors d'ici, je vois un accident devant moi, donc effectivement c'est traumatisant, il y a des chances que j'en rêve dans les nuits qui vont suivre, et ben, c'est mon cerveau qui va digérer psychiquement cet événement traumatique. Et si mon cerveau n'arrive pas à digérer psychiquement parce que la charge émotionnelle est trop forte, et ben, je vais avoir des cauchemars récurrents, c'est ce qu'on a les vétérans de la guerre qui reviennent et qui se réveillent, voilà. Parce que le cerveau, la charge émotionnelle est beaucoup trop forte. Donc le souvenir du coup est enquisté, au niveau donc des zones notamment de l'amygdale qui garde qui est une zone qui garde la mémoire émotionnelle, enfin qui est de la mémoire émotionnelle, et c'est tellement enquisté que ça c'est rejoué toutes les nuits, et comme une espèce de disque, vous vous rappelez les disques vinyles là, qui sautaient, qui étaient rayés, c'est un peu la même chose. On ne peut pas les effacer Si on peut les effacer aujourd'hui. chimiquement? Alors chimiquement non, enfin je me suis pas intéressé à l'effacement chimique. Mais de manière, par la thérapie, par le MDR, aujourd'hui les mouvements, ce qu'on appelle le MDR, Eye Movement, Desensitization, Reprocessing, en fait, c'est des stimulations bilatérales du cerveau droite-gauche, par des mouvements oculaires, on arrive aujourd'hui, par des protocoles très précis, à aider le cerveau à digérer, je vais le dire comme ça, à digérer l'information traumatique. Et ça marche très bien. Ça marche très très bien aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a un souci en France qui est encore actuel, c'est que tout ce qui est psychotrauma, tout ce qui est anxiété, angoisse, etc., est géré actuellement par benzodiazépines, somnifères, anxiolytiques. On est encore les champions de la prescription d'anxiolytiques et de somnifères, alors qu'il y a des thérapies qui marchent très bien, mais qui ne sont pas prises en charge et pas remboursées. C'est quoi la différence avec l'hypnose pour le coup? Quand tu fais le MDR, tu es éveillé, c'est une forme d'hypnose, tu es dans une forme de, en termes de fonctionnement cérébral qui n'est pas le même que celui de l'EMDR. En EMDR, on est en plein éveil des mouvements oculaires, alors que l'hypnose, on est dans un état différent. Et l'hypnose peut servir à ça. C'est vrai que en fait, notre cerveau est programmé. On est programmé naturellement pour s'auto-réparer psychiquement. C'est génial. Sauf que quand c'est trop lourd, on n'y arrive pas et ça revient. Donc, et c'est là où on voit les effets du sommeil sur la mémorisation, où on essaie d'expulser le trauma et on n'y arrive pas.
Et les gens, quand on fait de l'EMDR, quand moi je fais de l'EMDR avec des personnes, en général, le soir, elles me disent c'est cool. Et là, elles retrouvent du sommeil, elles arrivent à trouver un sommeil réparateur. Donc le MDR peut aider justement au sommeil. D'accord. Donc on peut imaginer, si on vient en classe avec des enfants, alors, avoir une séance, peut-être à un moment donné de la classe, où, je sais pas, alors là, il faudrait voir au niveau de l'attention à quel moment même de la journée, mais où on pourrait faire en sorte qu'ils soient reposés, avec des suggestions, on va dire, des invitations au rêve quelques minutes, mais peut-être justement pour... Plus simplement, moi j'ai des étudiants en Master 1, la PE, enfin en Master 2, où j'ai proposé des sujets sur la méditation et la relaxation à la reprise des cours, tout simplement. C'est-à-dire qu'après la récréation, ou même en arrivant le matin, on fait un temps de relaxation. Et donc des outils, des techniques, il y a des choses très simples maintenant, mais c'est de base, 5 minutes, où on met les enfants en état de respiration, de se calmer, de se poser simplement. Et là, mes étudiants me disent qu'ils sont en stage, ou les PE que j'ai, ils me disent oh, super, ils sont beaucoup plus attentifs, ça fait du bien. Donc vraiment, de manière très simple, voilà, on peut faire ça. Alors, quel que soit l'âge. Ceux que j'ai, ils sont élémentaires. Alors, j'ai pas essayé, c'est à partir du CP, là, j'essaie. Moi, je suis en maternelle, je fais en maternelle. Tu le fais en maternelle, ouais. Au retour de récré. Alors, je ne fais pas le matin, parce que le matin, ils sont en plein temps. Oui. Le retour de récré, c'est super énervé, il fait chaud, on n'est pas en Ouais. position. Il est quand même très chaud. Et je fais des exercices de respiration. On ferme les yeux, on respire. On écoute les oiseaux sur le temps, on écoute les autres classes, les classes de l'heure. Ouais. Ils adorent. C'est ça, hein. Et c'est tout simple. Hein. 4 ans. Ouais. J'ai une question sur l'activité physique. À quel moment de la journée elle est le plus favorable en fait au rythme de l'enfant? Parce que souvent, quand ils ont des activités extrascolaires, c'est le soir. Quand ils font des activités physiques, c'est le soir jusqu'à 20h, 21h. Ils reviennent quand même bien excités et tout. Et après, c'est plutôt difficile. Oui, non, le soir, vraiment, à cette heure-là, c'est pas l'idéal dans la mesure où ça va donner un sommeil difficile. Ça, c'est lié, quoi. Oui, il vaut mieux que cette activité physique, elle soit plutôt le matin, ou dans la matinée. Le soir, en fin de journée, c'est pas le meilleur moment. Et si c'est en fin d'après-midi, jusqu'à quelle heure maximum on peut envisager? Jusqu'à 18h. Après, il ne faut pas que ça interfère non plus sur le dîner. Mais après le dîner, enfin trop tard le soir, c'est pas idéal. Pour les enfants, hein. L'adulte est capable de s'adapter. Hein. Celui qui veut faire son jogging, pour quelle heure, il va arriver à maîtriser. Chez l'enfant, la capacité d'adaptation n'est pas aussi bonne. Je vois, chez mon garçon, il fait 2 fois par semaine du hand jusqu'à 19h30. Et le soir, c'est infernal pour le faire dormir. Infernal. C'est terrible. Enfin, c'est systématique. Hein. Les 2 soirs, il fait sport tard. Il ressort. J'ai soif pour dormir. On avait dit tout à l'heure qu'on n'allait pas s'apesantir sur le sommeil parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Hein. Mais il faut juste schématiquement, il y a des cycles qui sont en gros des cycles d'1h20, 1h30 de sommeil, entre sommeil profond et puis sommeil léger, sommeil paradoxal, et ainsi de suite. Mais il faut savoir que le sommeil profond est favorable pour la croissance somatique, la croissance de l'individu, et le sommeil léger, le sommeil dit paradoxal, celui avant le réveil, en fin de cycle, lui est plus favorable pour la mémorisation des acquis, pour les problèmes affectifs ou autres. C'est sûr qu'un petit dormeur, et ça je l'ai constaté, des enfants assez agités qui dorment très peu dans la journée sont souvent des enfants petits. C'est clair. Oui. C'est sûr que le manque d'une certaine partie de sommeil peut se répercuter sur la croissance de l'individu.
c'est les Sachant trois- que la croissance se termine vers 15-16 ans. Donc ça, c'est les 3 premières heures de sommeil, en fait. C'est ce premier cycle qui est réparateur physiquement, qui influe sur le système immunitaire aussi. Au niveau de oui, l'immunité, je ne peux pas dire Ouais. trop, parce que sinon, sur le sommeil, on peut passer la journée. la nuit. Ou la nuit. Vous avez d'autres questions? Là, on est dans un institut de formation. Donc nous, on a un message à faire passer au niveau des stagiaires qui vont en classe. On ne peut pas aller contre les textes forcément, bien évidemment, ni contre les horaires de l'école. Mais en connaissant nos contraintes actuelles, c'est-à-dire une école qui commence tôt et qui finit tôt également, donc 14h45 c'est tôt, manifestement ça ne correspond pas du tout, hein. Quels sont les conseils les plus adaptés avec ces contraintes-là, en reprenant tout ce que vous nous avez dit, en gros, peut-être voilà, les conseils les plus adaptés à leur faire passer. C'est-à-dire on peut effectivement leur faire passer un temps de sport plutôt approprié, alors peut-être pas à 8 heures pour le coup, vous voyez bien, milieu de matinée, peut-être inciter à faire en sorte que les élèves, quand ils quittent la classe, puissent avoir une activité où ils sont pris en charge en périscolaire, justement, vers 3 heures pour faire les devoirs avec une association, des choses comme ça. En fait, comment les aider à faire en sorte qu'ils répondent au mieux aux besoins de leurs élèves, avec les contraintes d'emploi du temps qu'ils ont, mais en connaissant les rythmes. Oui, mais ça, Ouais. je crois. En fait, tous les enseignants doivent être un petit peu informés sur les capacités d'attention des enfants. On en a parlé. Les meilleurs moments étant 9h30, 11h30, et puis l'après-midi à partir de 15h et sans limite. Bon, ça c'est quand même important à savoir. C'est pour ça qu'il faut que les matières qui nécessitent le plus de capacité d'attention doivent être faites prioritairement à ces heures-là. C'est sûr que tout ce qui va être grammaire, mémorisation, calcul et tout, il faut pas les faire le matin à 8h en première heure. Enfin, c'est pas